La présentation que je vais faire là, elle ne se veut pas exhaustive d'une part, elle se veut très prospective, donc forcément avec beaucoup d'incertitudes, de choses certainement pas correctes. Donc humblement, je vais essayer de présenter ce qu'on peut voir ici et là. Je me suis basé sur à peu près une quarantaine de documents prospectifs dans le monde qui est tourné autour de ces axes particuliers de mobilité aérienne avancée pour justement poser le problème et surtout introduire les deux tables rondes. Donc je l'ai souhaité comme ça. Poser les questions, introduire les sujets de ces deux tables rondes. La première table ronde de ce matin qui sera justement autour de cette notion de contexte, qu'est-ce que c'est que les mobilités aériennes avancées, quelles sont les technologies, où est-ce qu'on en est. Voilà, on va débattre de ça avec les professionnels. Et cet après-midi, quels sont les métiers derrière qui sont fortement en mutation. Et donc, du coup, comment ces métiers, on doit nous les préparer, nous, académiques, nous, chercheurs, préparer, en fin de compte, ce que moi je qualifie d'architecte de demain, dans la mesure où on va essayer de découvrir ça. Mais l'enjeu est quand même très transversal. Et quand je parle d'architecte, c'est aussi bien technologique que environnemental, que d'urbanisation, que d'infrastructure, et c'est cet enjeu-là, cette transversalité-là qu'il faut qu'on arrive à faire passer pour nos étudiants de l'université. Bienvenue à l'université, c'est notre rôle au quotidien d'être à la fois chercheur et penser le monde de demain et faire en sorte qu'on puisse le transmettre au mieux. Donc je vais démarrer cette présentation, je vais essayer d'être le plus court, le plus concis possible. Vous avez remarqué que je parle beaucoup déjà, mais l'idée c'est vraiment de balayer un peu l'ensemble, de donner à réfléchir, et ce que nous souhaiterions, c'est vraiment l'enjeu, c'est qu'on puisse avoir non pas un parterre d'experts qui vont expliquer les uns les autres où ils en sont et comment ils pensent les choses, mais d'avoir un réel regard croisé, des discussions partagées avec la salle. Donc j'espère que vous pourrez vous exprimer. J'espère qu'on répondra à un certain nombre de questions, pas toutes, ça c'est certain, mais surtout, n'hésitez surtout pas à essayer de faire, comme j'ai l'habitude de dire, un pas de côté et de penser quelles seront les mobilités de demain. Donc, je suis donc Stéphane Safati, je suis professeur des universités à l'université de Cergy-Pontoise. Alors il y a le président, donc je vais dire CYU, Cergy Paris Université, voilà. Donc on a changé de nom il n'y a pas si longtemps. Je suis chercheur par ailleurs au laboratoire SATI, qui est un laboratoire spécialisé dans toutes les nouvelles technologies de l'information et puis de l'énergie. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit lien là-dedans, en particulier l'électrification. Donc c'est plutôt notre domaine, mais j'essaierai d'ouvrir largement sur le décarboné, on va y revenir tout à l'heure. Et mon enjeu là, c'est de brosser, comme je viens de vous le dire, en essayant de brosser un petit peu l'ensemble dans un objectif d'introduction. Alors si on démarre vraiment avec une vision très haute du problème, j'aimerais commencer par quelques slides de contexte, parce que je pense que le contexte est très important. On l'a tous en tête. Néanmoins, on va essayer de comprendre à travers ce contexte la transversalité qu'il y a. Alors, le premier contexte pour lequel, vous voyez, c'est 2015. Alors, ça remonte avant, si on se place du côté des chercheurs, et en particulier du GIEC, un contexte de développement durable. Alors, de développement durable, et je rajouterais de responsabilité sociétale, dans lequel ce contexte qui a donné lieu à l'échelle internationale et ratifié par la quasi-totalité des pays, qui est des objectifs de développement durable, 17 objectifs très transversaux dans lesquels on a aussi bien du technique, technologique que du sociétal et de l'économique. Bien, cette contrainte est totalement liée à un constat,
plus ou moins partagé, plus ou moins défendu, un constat d'utilisation des ressources de la planète et de réflexion de comment vivre dans cette planète de manière la plus résiliente, la plus durable et la plus responsable. Alors, il y a une actualité donc, qui maintenant se fait sentir pour tout le monde, c'est cette actualité climatique, en particulier dans laquelle cette question du climat, et là j'ai essayé de mettre, je dirais, les courbes croisées à la fois du GIEC et puis de l'ensemble des institutions qui y travaillent, une augmentation d'ici 2050, on va se projeter horizon 2050. Et puis j'ai essayé de démarrer plutôt dès cette année. Donc la tendance, la courbe, ce qu'on appelle la courbe de référence, elle est plutôt autour de 3 degrés d'augmentation, ce qui, bien évidemment, vous le savez déjà, on en a quelques impacts, ce n'est pas tout à fait vivable. Alors il y a plein de solutions recherchées, et en particulier liées à la décarbonation, je vais y revenir tout à l'heure, pour lesquelles, suivant les scénarios de décarbonation à l'échelle mondiale, on arriverait à descendre péniblement à 2 degrés et dans le meilleur des cas 1,5 degré, c'est ce qui est annoncé. Faut-il faire mieux? Certainement. Est-ce possible? C'est la question, et l'enjeu, ce contexte-là, fait que de toute manière le contexte industriel, et pas seulement sur l'aéronautique, est bouleversé, de fait. Et d'ailleurs plus ou moins préparé. Alors maintenant on arrive en 2024, je crois que l'ensemble de l'industrie s'y prépare. Nous chercheurs, c'était presque notre quotidien, et ça part très souvent pour accélérer le mouvement par, je dirais, une démarche politique d'abord, et une incitation politique. Et puis pour ce qui concerne la France, on devrait démarrer au niveau de l'Europe par le fameux Green Deal, dans lequel une vision transversale, une planification transversale est prévue dans en tout cas un certain nombre de plans stratégiques pluriannuels, et en réalité, pour pouvoir agir sur cet aspect-là et en même temps avoir un comportement de développement durable, il y a besoin d'une transversalité, plusieurs actions, et j'en citerai 4, mais il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais j'ai pris cela parce que ça permet de bien comprendre cette transversalité nécessaire pour essayer justement de utiliser nos ressources correctement, et puis réduire l'impact planétaire, en particulier du climat. Ça a démarré avec un plan de relance, qui est le plan de relance 2030. Alors, ça a démarré, et peut-être polémique, mais disons qu'un effort a été fait au niveau de la France sur le plan de relance. Mais là, c'est très récent, c'est cette année. L'État a lancé un certain nombre de programmes pluriannuels, à la fois sur l'énergie, sur la question du climat, donc des réglementations, un soutien financier, un soutien stratégique, la stratégie biodiversité, et puis une stratégie bas carbone à l'échelle nationale. Rien qu'avec ça, on arrive à comprendre déjà quelle est cette transversalité qui est nécessaire. Alors je vais en rajouter un tout petit peu sur ce contexte, parce qu'en réalité, ça a un impact sur l'énergie. Et de fait, la question de la décarbonation, si je ne regarde que ça, parce qu'en fait, on a tendance à se focaliser sur la décarbonation, mais ce n'est pas le seul levier. Mais si on prend le levier de la décarbonation, et vous comprendrez pourquoi par rapport au transport, eh bien, un des points clés, c'est effectivement les sources d'énergie, et comment on différencie ces sources d'énergie de telle sorte à réussir ce challenge de décarbonation.
Alors, il y a deux piliers essentiels, hein, partagés à peu près dans le monde, en tout cas dans sa vision. En Europe, l'enjeu, c'est effectivement de travailler sur comment on renouvelle la production d'énergie, et donc s'intéresser aux énergies renouvelables, dites décarbonées, sous-entendu décarbonées, avec un passage, je dirais, un objectif sur 2050 de passer de 17% à 70%. Il y a un deuxième pilier très important qui est lié à l'usage et aux usages, et en particulier sur deux aspects essentiels, l'efficacité énergétique, ce qu'on peut faire le plus rapidement possible, hein, et la sobriété, qui est effectivement changer nos habitudes. Voilà. Donc ces deux piliers-là, essentiels d'un point de vue énergétique, devraient permettre en tout cas de réduire, pour une partie, l'émission, en particulier le CO2, mais pas seulement, l'ensemble des gaz à effet de serre, si on peut dire, et c'est concomitant avec un objectif qui est l'horizon 2050 dans lequel on veut effectivement avoir une énergie décarbonée à 85%, totalement décarbonée. Vous noterez que ce n'est pas 100%, hein, et que ce n'est pas si simple que ça de décarboner totalement. Et puis une dimension un peu anti-focus que je ferai sur le côté électricité renouvelable, puisque c'est un des enjeux, une des énergies qui peut être décarbonée, mais dans lequel il faut toujours se méfier de comment on produit cette énergie, et dans lequel là peut se cacher une décarbonation pas tout à fait complète. Dans lequel, donc là, il y a énormément d'argent qui est mis sur la table. Monsieur Benon, vous parliez d'un montant qui, en tout cas, si je prends la globalité en tenant compte de l'industrie énergétique associée, on est plutôt autour d'une centaine de trillions de dollars nécessaires pour réussir cette transformation en 2050. Donc c'est quelque chose de titanesque. Est-ce que l'ensemble des États mondiaux vont réussir à aller sur ce terrain-là? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, voilà un petit peu le contexte dans lequel on s'inscrit énergétique. Et si je regarde un tout petit peu ce qui se passe, alors désolé pour ceux qui sont au fond, il est fort probable qu'on va parler de nouvelles technologies, mais notre nouvelle technologie là, elle ne nous permet pas d'avoir une taille suffisante. Mais si je regarde les transports et l'énergie, la consommation d'énergie associée, et qu'on regarde un tout petit peu quels sont les enjeux de transformation, de décarbonation associés, on s'aperçoit que, de fait, et c'est tout à fait légitime, tout à fait normal, on va avoir une transition entre 2015 et 2050, et cette transition va passer certainement par des carburants durables, on va en parler tout à l'heure, de ces fameux carburants durables, Sustainable Alternative Fuels, plutôt appelé SAF dans le jargon. L'hydrogène, on entend parler beaucoup de l'hydrogène, et on essaiera de comprendre un petit peu les verrous, les clés liées à la production d'énergie d'un point de vue hydrogène, et puis la partie électricité, et on rajoute renouvelable pour bien expliquer que c'est de l'électricité décarbonée. Donc on s'inscrit dans cet objectif-là, et en 2050, dans le meilleur des cas, si on arrive à aller au bout de la transition en lien avec l'hydrogène et l'électricité, on devrait pouvoir, d'un point de vue énergétique, atteindre cet objectif climatique de 1,5 degré. En tout cas, c'est l'objectif qui est fixé de manière mondiale et qui est proposé comme roadmap, si je puis dire. Alors, vous allez voir qu'elles vont se densifier les slides. C'est qu'en fait, ce contexte-là, il n'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus transversal, et on pourrait dire, si je regarde le contexte industriel, et vous pourrez infirmer ou confirmer, je le synthétiserai par une
transition triple. La première transition, on en a parlé, c'est la transition écologique qui est d'actualité, qui englobe au-delà du climat des effets de pollution de tout genre. On a parlé du bruit aussi, mais de tout genre. Pour les transports, si je ne regarde que la partie CO2, on est à peu près à 30%, tout transport confondu, et vous verrez qu'il y a quand même quelques idées fausses sur l'aéronautique en ce qui concerne l'émission de CO2. Il y a d'autres aspects environnementaux qui sont touchés, et pour l'aéronautique, pour revenir à l'aviation, on a tendance à oublier quand même le réchauffement anthropique qui est plutôt lié à des effets de radiation et qui sont liés aux traînées de condensation et aux aérosols. Il faut aussi en tenir compte. On en parlera certainement avec nos invités. Donc cette transition écologique, on en a suffisamment parlé, qui amène de toute manière une transition énergétique, j'en ai parlé aussi, avec des stratégies du renouvelable important, et on n'oublie pas, et c'est certainement un point clé aussi, c'est une transition liée au numérique. Donc cette triple transition, elle amène à des contraintes majeures, et je souhaitais remettre cette étude qui, certes, date de quelques années maintenant, c'est-à-dire 4 ans, hein, c'est déjà vieux, 4 ans, mais dans cette étude faite par 4000 entreprises mondiales, des plus grandes, de réflexion sur l'avenir, et en particulier des métiers, la question qui en sortait, ça a fait un buzz terrible à l'époque, on commençait à chiffrer les choses et on croyait que c'était autour d'une transition autour de 60% de nouveaux métiers ou de métiers pas encore connus. En réalité, on apprenait qu'à cause de cette triple transition, on était plutôt autour de 85% des métiers qui ne sont pas connus d'ici 2030. Alors, on a la chance d'avoir un certain nombre d'industriels, vous pourrez confirmer ou infirmer, en tout cas comment vous voyez les choses, ça nous intéresse, mais de toute manière, ça interpelle les universités. C'est comment on doit former pour faire en sorte qu'effectivement, on puisse préparer à des métiers qui ne sont pas encore connus. Donc ça demande une vision transversale, ça demande une certaine créativité, ça demande la capacité à faire un pas de côté. C'est ça notre enjeu, et c'est très important parce que ça demande de nouvelles pratiques, et des pratiques en particulier intrapreneuriales, où là même les entreprises s'y mettent pour justement ne pas être en panne d'innovation, puisque c'est l'un des freins majeurs qui ressort de toutes ces études, c'est que le premier frein de l'industrie, c'est le frein lié au manque de savoir-faire et de compétences qui sont de plus en plus complexes et qui freinent à l'innovation. On a encore la chance en France d'avoir, en tout cas pour l'industrie aéronautique, c'est une certitude, où je pense pas trop me tromper en disant qu'on doit faire partie de la pole position ou de très proche. On a encore en France une industrie aéronautique complète, et donc l'enjeu de compétences complexes, c'est un enjeu majeur qu'on va essayer de décrypter. Alors, pour terminer cette partie contexte, il manque quand même un petit truc. On en a parlé tout à l'heure. C'est cette notion d'urbanisation mondiale. Je vous ai mis ici un graphique qui montre en fin de compte la tendance de l'urbanisation prévue jusqu'à 2050, dans lequel vous voyez une augmentation drastique de l'urbanisation et de l'urbain, l'augmentation de la population urbaine mondiale. Alors, évidemment, à relativiser par rapport aux pays qui ont déjà une urbanisation comme la France, une urbanisation importante. Mais d'un point de vue mondial, vous voyez un peu la courbe, et puis le rural qui, lui, a plutôt tendance à décroître, même s'il reste de fait en décroissance lente. Alors, ce qui est intéressant
de ce point de vue-là, c'est que remettons ça dans le contexte mondial de nécessité de décarboner. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se pose la question de nos mobilités et de comment repenser nos territoires. En particulier en lien avec les mobilités. Le contexte, si je regarde les mobilités, d'un point de vue projection sur les volumes de passagers compte tenu de ce que je viens de vous dire, je parle de millions par kilomètre, là, le volume de passagers, eh bien, vous voyez que si on regarde par rapport aux moyens de transport que l'on peut projeter, la voiture est de loin très très en avance, y compris en 2050. Vous avez les transports en commun, bus, train, pour lequel on peut faire une distinction entre le régional et l'urbain, hein, ou en tout cas le périurbain. Et là, vous voyez que l'augmentation prévue, c'est le A qui a fait ça en 2022. Là, vous voyez que c'est pas si important. Par contre, l'aviation, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'aviation a tendance plutôt à croître légèrement, et dans cette étude n'étaient pas inclus les mobilités aériennes urbaines. Ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, en fonction du développement des mobilités urbaines, on peut imaginer effectivement une augmentation de l'aviation, en tout cas de l'aéronautique, et certainement une diminution des autres moyens de mobilité. Voilà le contexte dans lequel on est, un contexte qui nous amène de manière générale, et depuis un certain temps, à essayer de comprendre cet impact en lien avec la décarbonation. Et juste pour fixer les idées, la route a donc 30% des émissions totales, hein, la route c'est 62%. L'aérien est loin derrière la route, et le maritime, qui est à 27%, est à 6% en termes de décarbonation. Alors, c'est clair que si on réfléchit, et on va rentrer un petit peu dans ce détail, sur l'urbain, et en particulier des mobilités aériennes urbaines, ça n'a de sens que si effectivement on est totalement décarboné, qu'on arrive effectivement à réduire la dimension, je dirais, véhicule en tant que tel. En sachant que les véhicules ont un programme très important de décarbonation. Alors si je projette un peu les choses, ça permet une opportunité de service totale, une repensée totalement des mobilités, y compris sur, et on y reviendra dans le débat, y compris sur les locations, la vision, le partage de ces mobilités, l'usage de différentes mobilités possibles, et puis l'apparition. Donc là, vous avez 2020, autour de 2025, pardon, jusqu'à 2030. Et ce que vous voyez, c'est que, en tout cas, ce qui est projeté, c'est que l'urbain aérien est clairement visé comme une réalité, et on va pouvoir en discuter. Pour terminer sur ce contexte, 2 slides, et puis je passerai ensuite sur le concret des choses. Juste pour fixer les idées, aujourd'hui en Île-de-France, d'ailleurs un certain nombre d'entre vous l'avez subi ce matin, grosso modo, hein, le temps de congestion, c'est par an 237 heures cumulées en Île-de-France. En tout cas, c'est ce qui est annoncé en tant que tel. Vous voyez que les autres régions sont certes en dessous, mais sont quand même pas mal pour les grandes villes. Dans le monde, vous voyez que c'est toutes les villes qui sont concernées. Et ce qui est intéressant ici, ce que j'ai mis là, ce n'est pas le temps de trajet global, mais c'est le temps perdu lié au bouchon. Et vous voyez que si je regarde Paris, qui se trouve là, hein, c'est 70 heures de perdu dans les bouchons.
au regard des 237 dont j'ai parlé. Los Angeles, c'est 102. Moscou, c'est 91. Bon, bref, vous voyez qu'en réalité, il y a une réelle question transversale qu'il faut se poser sur justement comment ces mobilités sont repensées et comment effectivement on peut contribuer sur la partie usage et sur les services qu'on va proposer dans un objectif de sobriété et de développement durable. Bref, vous l'avez compris, ce que j'essaye de dire, mais ça c'est mon côté prof, donc je répète trop, veuillez m'en excuser, on est en présence d'une nécessité de vision pragmatique, transversale, à la fois liée aux transitions énergétiques, aux transitions urbaines, périurbaines, et aux mobilités avancées. Je n'ai pas mis aérienne volontairement parce que toutes les mobilités sont concernées. Et en même temps, ça suppose un certain nombre de challenges. Des challenges techniques, des challenges sociétaux, parce qu'on va en parler, il y a besoin d'acceptabilité pour de tels changements, ou en tout cas d'accompagnement au changement, et de régulation. Et de régulation qui, non seulement va permettre effectivement de réglementer les choses et de rassurer d'un point de vue technique et technologique sur la sécurité, sur un certain nombre de points clés de bon usage, mais ça a un impact direct sur l'acceptabilité, puisque c'est le gage de confiance qu'on pourra donner. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que, d'un point de vue formation, on doit s'inscrire. On est en pleine mutation des métiers associés, et effectivement, je vous l'ai dit en introduction, l'enjeu est vraiment de créer des architectes des mobilités avancées qui ont cette vision transversale, à la fois technique, à la fois d'urbanisation, à la fois d'infrastructure et de compréhension que d'un point de vue acceptabilité, il faut être capable d'expliquer les choses correctement de telle sorte à rassurer. Voilà notre challenge, nous universitaires, nous chercheurs, mais c'est aussi le challenge de tout le monde. Alors si je regarde un tout petit peu quelques feuilles de route essentielles, et là j'ai terminé la partie du texte, on s'aperçoit que les feuilles de route vont toutes dans le même sens. Alors l'IATA, qui vous le savez est l'organisation des industriels, en tout cas des compagnies aériennes, l'IATA, c'est tout frais, vient de sortir ces 5 feuilles de route de 2023-2050 dans lesquelles on voit, et c'est ce qui m'intéressait dans cette approche, une approche technologique, et on va y revenir, une approche énergétique, et c'est très intéressant, une approche opérationnelle, qui contribue justement à la faisabilité de cette nouvelle aviation civile, et puis une approche à la fois financière et de stratégie politique. Ils annoncent, c'est quand même intéressant, 5 000 milliards de dollars cumulés nécessaires pour pouvoir arriver aux mobilités aériennes avancées, en tout cas de leur point de vue. C'est donc énorme, c'est donc colossal. Moi, je vous proposerai une autre feuille de route qui est basée un petit peu sur à la fois ma petite expérience d'un point de vue de chercheur, mais aussi de tout ce que j'ai pu lire. Alors, vous allez voir qu'on peut trouver des feuilles de route analogues. Au final, c'est plutôt rassurant. On converge tous, en tout cas sur cette première période, sur une nécessité de transition liée à ce qu'on peut qualifier d'ultra-frugalité, dans lequel l'enjeu est effectivement de travailler à la fois sur les moteurs, donc la propulsion, les carburants qui vont permettre effectivement d'accompagner cette transition et de faire en sorte qu'effectivement on trouve des carburants alternatifs qui, à moindre modification, puissent permettre effectivement de passer vers la décarbonation. C'est déjà le cas, c'est en route, c'est pas récent, on va en parler. Donc là, voilà, c'était 2020, mais bien avant, je pense que l'ensemble des constructeurs
sont bien avancés déjà sur le sujet. Reste une question majeure qui est liée à l'infrastructure. Je vais y revenir tout de suite derrière, c'est-à-dire à la fois de la production et de faire en sorte qu'effectivement tous ces carburants alternatifs puissent être disponibles avec cet objectif de développement durable. Un deuxième aspect qui continue à mûrir, c'est le côté lié à l'avionique, dans lequel là encore on gagne beaucoup en termes de décarbonation. Quand je parle d'avionique, je parle de toute l'électronique à bord. Et dans l'électronique à bord, eh bien ça paraît peut-être anodin, mais de miniaturiser les composants, de faire en sorte qu'ils soient plus légers, qu'ils consomment moins, et qu'on puisse faire en sorte de remplacer par du digital au maximum les commandes, on réduit le poids, on réduit le coût de manière générale, et ça participe bien entendu à cette dimension de frugalité. Il y a un autre aspect très important, et on abordera certainement ça avec nos collègues de l'EASA, une nécessité et en tout cas la possibilité d'optimiser les trajectoires grâce à l'intelligence, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le numérique et les calculs de trajectoire en temps réel, si nécessaire, de telle sorte à faire en sorte qu'effectivement on puisse réduire encore l'impact carbone. Alors vous voyez que j'ai mis deux logos là, parce que c'est un sujet récurrent, constant, mais qui fait partie des pollutions de l'aéronautique, c'est le bruit. Et même si on a fait énormément de progrès d'un point de vue réduction du bruit, c'est toujours trop. Et donc l'électrification sera peut-être une des solutions à voir. Alors tout ça, bien évidemment, surtout si on commence à aller vers une solution hydrogène, ben ça nécessite des infrastructures compliquées, en tout cas réfléchies, de l'écosystème qui va permettre non seulement de produire, mais de fournir l'énergie nécessaire. J'imagine, on en parlera avec notre invité autour d'ADP, que des questions se posent sur production sur place, ou est-ce qu'on fait bien les camions, etc. Tout ça, ça se réfléchit, et en réalité, on ne peut pas décorréler l'ensemble, et on est amené à réfléchir énormément sur la question de la décarbonation des aéroports, dans lequel cet aspect logistique est un aspect très important. Un deuxième aspect important, mais j'en oublie forcément, c'est l'électrification du sol, où l'enjeu quand même, c'est de faire en sorte que les avions n'utilisent pas de kérosène, ou en tout cas de carburant, lorsqu'ils sont au sol, et qu'ils puissent se déplacer autrement. Alors, sur cet aspect-là, vient un nouveau-né, si je puis dire. C'est le côté VTOL, eVTOL, c'est-à-dire des aéronefs à décollage vertical, qui ont plus tendance, mais ça on pourra en discuter, à être plutôt électriques en ce moment que l'hydrogène, mais quoique. Donc, il y a effectivement beaucoup de solutions proposées, M. Menon le disait, et on n'oublie pas, le contexte actuel, en particulier avec les conflits internationaux, on n'oublie pas les drones qui ont un rôle clé, non seulement pour la sécurité, mais qui peuvent jouer un rôle pour un certain nombre de services urbains et périurbains, et c'est un enjeu majeur. Donc je ne l'oublie pas, même si aujourd'hui je vais tourner beaucoup plus sur le VTOL et le transport des passagers. Voilà, donc ça c'est, vous voyez que l'horizon, c'est 2030, hein, un petit peu plus. Donc on est en plein dedans, si je puis dire. Vient se rajouter, et là j'en ai beaucoup, parce que vient se rajouter l'idée et l'objectif fixé de zéro carbone. Et donc, tout hydrogène, tout électrique. Y a-t-il des hybrides? Est-ce qu'en fin de compte, ça c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'au final, le SAF ne vont pas suffire? C'est des questions qui se posent certainement en ce moment, j'imagine en tout cas, on leur posera la question.
mais vous voyez que l'enjeu quand même en 2040, c'est du zéro carbone. Zéro carbone avec, on n'oublie pas, l'urbain aérien qui arrive, donc une réflexion globale sur la gestion du trafic, y compris spatial si nécessaire. Donc on a là une feuille de route assez complète, à la fois technologique et j'espère sociétale, dans laquelle on voit que d'un point de vue service, on veut toucher à la fois le transport, donc les mobilités en tant que telles, mais aussi un certain nombre de services associés à la sécurité civile, militaire aussi, mais surtout civile. Voilà pour cette feuille de route qui, bon, ne cherche pas à être polémique, elle est certainement incomplète, mais qui nous donne un peu l'ampleur de l'enjeu. Alors sur la partie ultra-frugalité, hein, qui est la première partie qui nous concerne, si on regarde un petit peu d'un point de vue recherche, comment nos collègues spécialistes de l'aéronautique et à travers le conseil, le CORAC, projettent les choses, là on s'aperçoit que c'est pas si simple. Il y a plusieurs scénarios en fonction des avancées technologiques. L'hydrogène, oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Il faut continuer encore à avancer, un certain nombre de verrous. On en parlera certainement avec le collègue du CNRS. Les carburants alternatifs vont bien sûr aider. Le numérique aide aussi à réduire les choses. Donc je vous ai mis, hein, vous voyez les diminutions par rapport l'hydrogène se trouve plutôt ici. Et puis, si on arrive à faire en sorte qu'on soit totalement décarboné, on arrivera effectivement à réduire cette couche-là. Et je vous l'ai remis là pour qu'on voit très clair. Les leviers technologiques devraient participer à 20% environ. L'opérationnel autour de 10%, c'est en tout cas ce qui en ressort de la plupart des discussions. L'hydrogène, suivant l'état, la maturité des technologies et la sécurité, ça peut aller jusqu'à 30%, c'est un des scénarios possibles, et bien évidemment à l'avantage ou au détriment, comme vous le souhaitez, des carburants. Voilà comment on s'est vu. Maintenant, si je regarde moi d'un point de vue niveau de maturité, eh ben, on s'aperçoit que en réalité, on en est à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il y a encore du chemin à faire. Hein. Alors, c'est certainement pessimiste, en tout cas, nos industriels invités vont certainement corriger le tir de cette slide, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est ici que ça se joue, c'est maintenant que ça se joue, et qu'on a besoin effectivement de travailler en commun avec les chercheurs, aussi pour faire en sorte de pouvoir aller le plus loin possible. C'est aussi ici qu'on a besoin d'un soutien de l'État. C'est certainement ce qui explique d'ailleurs qu'il y a énormément d'argent qui est développé. C'est vrai pour l'aviation, de manière générale, mais c'est vrai aussi pour l'UAM, c'est-à-dire les mobilités aériennes urbaines et périurbaines. Alors oui, certains, on en discutait encore au café, certains se disent, bon, est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on est loin du compte? Il y a certainement lieu à polémiquer, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est 55 pays dans le monde qui ont des financements lourds sur des projets liés aux mobilités aériennes avancées et en particulier sur l'urbain. 170 villes dans le monde qui sont à différents stades de maturation mais qui veulent mettre en œuvre. Je vous ai mis ici un petit peu la liste de la pole position, et vous voyez qu'effectivement la Chine qui a lancé déjà quelques essais de commercialisation, la France se veut, en tout cas l'Europe se veut être un
un des premiers à pouvoir lancer cela. Effectivement, les JO est certainement une belle vitrine pour cela. En tout cas, d'un point de vue technologique, c'est possible. On verra tout à l'heure si d'un point de vue réglementaire, tout est OK. Un des débats, c'est l'acceptabilité, c'est comment ressentent les gens la chose. Alors, sachez, et je vous l'ai mis juste pour que vous ayez cette information, pour ceux qui ne l'ont pas, qu'il existe depuis un certain temps des initiatives européennes de réflexion transversale, globale. Hein, c'est l'UIC2 qui travaille sur le sujet et qui ne souhaite qu'agrandir le cercle en particulier avec les spécialistes de l'urbanisme pour réfléchir justement à ce que serait cette mobilité de demain. Donc n'hésitez pas, c'est financé par l'Europe, il y a de vraies discussions et une volonté de trouver conjointement un certain nombre de solutions communes. Je vous parlais du financement lourd, les UAM ne sont pas en reste, on a un financement exponentiel, en tout cas jusqu'à 2040, avec à peu près l'ensemble des aspects liés au VTOL, et aux IVTOL en particulier, à la fois sur la partie passager, sur les services en termes de drones cargo, c'est-à-dire transport de marchandises, que sur la partie sécuritaire et urgence de personnel, de services. Donc il y a de gros budgets qui sont mis à disposition. La grosse question, c'est est-ce qu'il y a une rentabilité financière, en tout cas, pour les entreprises, ce qui serait un des freins pour les entreprises. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, en tout cas, les courbes telles qu'elles sont annoncées sont plutôt sur le marché assez positives, peut-être optimistes, mais en tout cas assez positives, peut-être pessimistes d'ailleurs, mais dans lequel il y a un réel marché potentiel avec une exploitation qui peut être tout à fait pertinente. Voilà le contexte dans lequel on est finalement, avec aujourd'hui deux stratégies essentiellement sur les VTOL, plutôt du décollage vertical et plutôt dédié d'ailleurs à l'urbain, et puis les ESTOL qui sont plutôt des décollages rapides, qui peuvent être électriques aussi, et dans lequel c'est une stratégie périurbaine et régionale qui est lancée. Alors, je vous ai mis là les quelques constructeurs, en tout cas annoncés, dans lequel ont bien accepté d'annoncer qu'ils seraient opérationnels et mis en service, si je puis dire, en commercialisation leur appareil. Vous voyez que Volocopter, c'est prévu pour cette année. Effectivement, c'est le chinois Yang qui a lancé BAL. Petite remarque, Archer, qui lui est plutôt aux États-Unis avec une stratégie régionale et qui a quand même comme partenariat Stellantis pour la construction des moteurs. Donc vous voyez que cette notion de synergie commune, c'est quelque chose qui est certainement à creuser, très intéressante, et l'automobile dans ce domaine-là, et en particulier pour ces avions-là, il y a certainement des similitudes et des liens forts, que ce soit d'ailleurs pour l'électrification ou pour l'hydrogène. Il y a des niveaux TRL, donc les niveaux opérationnels techniques en tout cas, qui diffèrent, mais on a quand même un certain nombre d'appareils qui sont en phase terminale technologique de validation. Se pose bien évidemment la question de la certification et de la réglementation, et ça on a la chance d'avoir avec nous les collègues de l'EASA qui pourront nous en dire deux mots. Alors, est-ce que c'est une industrie révolutionnaire? Est-ce qu'il y a une révolution industrielle associée? Est-ce qu'on est encore dans une espèce
de films de science-fiction dans lequel la 3D de l'urbain, ça je vous laisse l'opportunité d'y réfléchir et puis à la fin de la journée peut-être aurez-vous une idée plus claire. Mais quand on regarde un petit peu les segments de marché d'une part et puis les use cases, c'est-à-dire les cas d'usage en fin de compte opérationnels, on voit très clairement ce que je vous parlais, à la fois le transport de passagers avec un objectif du quotidien pour le transport de personnes, certainement pas limité à une personne, certainement avec un objectif d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes à transporter. Donc une alternative de transport de passagers à l'échelle urbaine et périurbaine. Évidemment, avec tout le segment de marché associé à l'aviation d'affaires, au tourisme, bien entendu, et au quotidien. Et puis surtout, la partie sécurité civile, où là, l'enjeu majeur de transport, de transplantation, de transport de personnes en situation d'urgence, c'est quelque chose qui existe déjà, ça a commencé déjà, mais qui devrait se développer assez vite. Prenons l'exemple de Paris, avec les bouchons, ça devient impossible de laisser passer un camion de pompiers. Voilà. Alors, je vais accélérer parce que le temps passe et je parle beaucoup trop. Deux mots sur cette slide. La question de l'urbanisation passe obligatoirement par une réflexion transversale des questions de développement durable, mais aussi d'inclusion et de cohérence sociétale. Ça c'est clair. Un objectif très clair de service à proposer, un travail proactif à faire, en particulier de transparence pour que ce soit validé, mais il y a aussi un sujet d'infrastructure, de réaménagement du territoire, et en particulier pour l'UAM, ce sont les vertiports. Comment vont-ils être développés? Dans quelles conditions? Quelles sont les priorités? Est-ce qu'on repense totalement la ville et du coup comment on positionne ça? Vous voyez bien que toutes ces questions-là ne peuvent avoir ou rencontrer de réponse que si on a aussi la dimension à la fois sécuritaire, réglementaire et technologique. Donc tout ça est totalement lié. Et sur la partie, je dirais, numérique des choses, eh bien c'est clair que de toute manière, d'un point de vue du numérique, j'oserais être polémique en disant qu'en réalité, on est pratiquement prêt. D'un point de vue automatisation informatique, électronique, automatisation des systèmes, ça fait un moment que nous chercheurs, on travaille sur le sujet, on est pratiquement prêt. Il y a une question de régulation à avoir, j'imagine, les collègues de l'EASA nous diront qu'il n'y a pas... il y a certes des enjeux, mais il n'y a pas de difficultés majeures techniques. L'IA et l'information, le data sciences jouent un rôle clé. Ce n'est pas forcément d'ailleurs le métier les plus en tension d'ailleurs sur les data sciences, on verra tout à l'heure. Mais l'enjeu est plutôt de savoir quand est-ce qu'on arrivera à du full autonomie. Et là, c'est plutôt ça qui, dans la question de l'acceptabilité, et y compris des pilotes, de nos futurs pilotes, c'est quelque chose qui n'est pas si facilement acquis. On parle déjà, rassurez-vous pas, on parle déjà d'avoir qu'un seul pilote et d'avoir une autonomie partielle, en tout cas un pilotage assisté. Donc c'est plutôt cette courbe-là qui essaie de montrer vers l'autonomie totale qui, dans la plupart des documents, est plutôt vers 2050. En tout cas, c'est comme ça que c'est imaginé. Mais vous voyez que là, il y a un enjeu d'acceptabilité aussi sur ce point. Bien, en conclusion,
c'est tout un écosystème qui est en mutation, dans lequel on ne peut pas, à mon sens, le voir par un petit bout de la lorgnette, même si on est parfois obligé, le pragmatisme le veut. Mais je pense que si on veut former les métiers de demain, il faut que nos étudiants puissent avoir cette vision transversale, même s'ils sont spécialisés sur un point. Et ça touche l'ensemble de la chaîne que j'ai mis ici, avec d'ailleurs, si on regarde un petit peu les prospections, avec des roadmaps très précises sur chacune de ces chaînes-là. Je ne rentre pas dans le détail, juste un point essentiel de la réussite de facteurs de cette mutation. Je vous ai parlé de la formation, mais il y a l'acceptabilité, il y a la discussion commune, il y a le fait de travailler en commun. Enfin, c'est ces points-là d'ailleurs qui ont été très très bien développés dans le SUMS que les Anglais ont fait sur le sujet. Je vous invite à le lire. L'IATA donne sa version plutôt technique et technologique. Et 2 slides, et je m'arrêterai là. Les freins et les verrous, les challenges de l'UAM aujourd'hui. On a posé la question, enfin, pas moi, les organismes, plus de 76 études, ont posé la question de quels sont les challenges, quels sont les verrous technologiques et globaux. À 13%, c'est l'infrastructure. La sécurité est à peu près au même niveau que l'infrastructure. Le bruit reste un vrai challenge. Encore des doutes sur l'impact environnemental. En tout cas, c'est un travail de fond à avoir. Là, je l'ai mis en rouge, 17% pour l'acceptabilité. Et donc là, un travail de fond. Et quand je parle d'acceptabilité, si je regarde ces chiffres ici, je m'aperçois qu'en fin de compte, en réalité, de manière générale, j'ai pris que Paris, et c'est à peu près vrai pour n'importe quel pays d'Europe. De manière générale, on est plutôt pour, c'est ce que vous voyez ici, pour avoir des drones livreurs. Ça, on est plutôt pour. Alors, dès qu'il s'agit de mettre des personnes dedans, le résultat intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors peut-être ça a encore évolué, mais à l'état de l'étude, c'était 50-50. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que si on regarde qu'est-ce qui passe de l'autre côté, on voit quand même que ça se réduit à 14% qui sont prêts à monter dedans, au détriment de 23% qui sont résolument contre. Donc c'est ce curseur-là qu'il va falloir faire évoluer de toute manière, et il y a des arguments. Il y a des arguments techniques, il y a des arguments de sécurisation à avoir. Ça s'explique, et il y a bien évidemment une nécessité d'accompagner ce changement et donc de faire en sorte que cette acceptabilité sociétale, on puisse répondre à la sécurité, à l'impact environnemental. Et ça, je pense qu'on est pas mal avancé, on en reparlera certainement, mais je pense qu'on est pas mal avancé. Et il y en a un petit là qui est non négligeable. Les gens sont conscients qu'il y a un petit problème d'expérience professionnelle et un problème de compétences. Et donc on se posera cette question-là cet après-midi sur justement quelles sont les compétences nécessaires et effectivement, est-ce que ça peut contribuer à l'acceptabilité sociétale globale. Et vous voyez que ce n'est pas négligeable, c'est une dizaine de pourcents quand même sur cet enjeu. En termes de pilotes, rassurez-vous, full automatique, c'est pas avant 2050, dans le meilleur des cas, si j'ai bien compris. Et vous voyez le besoin de pilote mondial, avec une inquiétude forte, c'est ce pointillé que j'ai mis là, qui est en fin de compte le potentiel mondial en tenant compte des centres de formation pour former des pilotes. On est régulièrement, et depuis cette année, ça commence à s'accroître, à 17 kilos, donc 17 000 pilotes de moins formés par an par rapport à la nécessité. En sachant que ce que je viens de vous dire là, c'est vrai aussi pour la partie technique. En gros,
On est autour, pour l'Europe, à 500 000 pilotes nécessaires. En gros, avec une augmentation de 70 000 pilotes dédiés à l'UAM. Il faut les former, il faut aider à cela. Évidemment, l'industrie s'y prépare, on en discutera. Il faut que l'université aussi s'y prépare, mais c'est un des freins potentiels. Il ne faut pas l'oublier. Et puis ensuite, sans que les métiers en mutation soient la liste soit exhaustive, on a des besoins en ingénierie de maintenance, en assistance au sol, en infrastructure. J'inclus là-dedans la partie urbanisation totale, la partie gestion des flux, de l'espace aérien, de repenser tout ça, et la partie évidemment pilotage et télépilotage, puisque c'est certainement un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir former aussi aux télépilotes. Ce que je vous ai mis là, c'est difficilement lisible, mais c'est grosso modo tous les métiers en tension. Sur la maintenance, c'est totalement en tension. Sur la logistique, la supply chain, c'est totalement en tension. Les nouveaux matériaux, on en a besoin dans la pluralité, pardon. La frugalité, c'est en tension. L'électronique de puissance, moi j'inclus, c'est un terme impropre, c'est un peu comme l'IA, j'inclus dans l'électronique de puissance la part électrification, y compris la chaîne des moteurs. Donc là, c'est très très en tension. La partie hydrogène, c'est quelque chose qui est très clair. Sur la partie plutôt gestion des flux, etc., vous voyez que les systèmes embarqués, ce qu'on appelle l'informatique industrielle aussi, le développement de logiciels, les data sciences sont pas mal en tension sur ce sujet-là. Et ce qui est très en tension et en transversal, c'est tout ce qui touche l'aménagement et le développement du territoire durable. En lien avec cela, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à créer, Monsieur le Président. Ce lien-là transversal avec nos amis spécialistes de l'aménagement du territoire. On en a plusieurs à l'université. La sécurité des territoires, les mobilités durables. Un point clé où on s'attache tous à essayer de le faire, c'est l'intrapreneuriat. C'est être capable de faire ce pas de côté pour le besoin global et de travailler avec cette vision transversale et avec l'ensemble des corps de métier. Puis je terminerai par quelques métiers en tension moyenne, qui est lié à la cybersécurité et la digitalisation de manière générale. Et puis sur la partie propulsion, où là il y a quand même, en particulier pour les SAF, une tension moyenne. Je m'arrête là, merci pour votre attention. J'ai remis en clin d'œil nos deux gagnants parce qu'on est tellement fiers. Alors la première fois, on s'est dit... Et les sous, n'écoutez pas, bouchez vos oreilles. On s'est dit c'est peut-être un coup de chance. C'est peut-être un coup de chance. Et non, on reconfirme le truc, donc on est particulièrement fiers. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a peut-être des questions que vous voulez poser, on le posera dans les tables rondes, je ferai partie aussi des tables rondes. Si vous êtes d'accord, on se prend un café, ça vous va, et on revient avec des questions.